Bonjour à toutes. Bienvenue dans le podcast de French Working Mom. Je vous invite à plonger dans la vie insoupçonnée des mères qui travaillent. The French Working Mom, c'est vous. Ce sont toutes ces femmes qui gèrent leur carrière et qui voient leur vie chamboulée par leur nouveau rôle de mère. Qu'elles aient un enfant ou plusieurs, qu'elles luttent pour en avoir un, qu'elles aient un enfant malade ou handicapé, qu'elles soient en couple ou maman solo. Dans ce podcast, on parle de la vie, des multiples vies des mères qui travaillent, des working moms. L'envie de s'investir dans son travail, sa maternité, son couple, sa vie sociale et de la difficulté de tout gérer. Comment font-elles pour allier ces rôles ? Comment trouver le fameux équilibre pour être satisfaite de la vie qu'elles mènent ? Ce podcast met en avant des femmes, des working moms de tout horizon qui racontent et expliquent comment elles ont défini leur propre façon de vivre leur maternité. Je suis Myriam Levins, coach parental, la créatrice de ce podcast. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Sandrine, on se retrouve cette semaine pour un épisode spécial Parole d'expert. C'est le premier de la série, alors j'invite les auditeurs à écouter l'épisode numéro 5, celui de la semaine dernière pour apprendre à découvrir ton vécu. Et cette semaine, on va se concentrer sur ton rôle de fondatrice et de présidente de promoteur. On va parler du monde de l'entreprise, de la société, des changements qui s'opèrent dans la société et des changements que les entreprises doivent opérer pour s'adapter aux talents d'aujourd'hui. Tu vas nous expliquer également ce que sont les qualités du féminin, ce qu'elles apportent à l'entreprise et en quoi ces qualités constituent les valeurs essentielles des entreprises du XXIe siècle. Et enfin, on va parler des rôles modèles d'hier et d'aujourd'hui. On va parler de tout ça et encore une fois, je suis ravie de t'avoir dans ce podcast. Aujourd'hui, tu es la présidente et fondatrice de Promoteur. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques en quoi consiste ton activité en quelques mots. Alors mon activité en quelques mots, c'est assez facile en fait. Je suis conseil en entreprise et mon métier consiste à accompagner les dirigeants dans leur vision stratégique et dans l'alignement de l'ensemble des équipes sur cette vision stratégique. Donc je travaille sur le principe de la cohésion d'un ensemble, d'une communauté d'entrepreneurs et de salariés au sein de l'entreprise avec un postulat qui est de positionner les valeurs du féminin dans le bien-être des salariés parce que c'est ça qui fait de la croissance durable pour les entreprises. Aujourd'hui, tu te concentres sur ces problématiques-là, Oui. des compétences féminines en entreprise, des compétences des femmes en entreprise. Et j'aurais aimé avoir ton regard sur, c'est aussi l'origine du podcast, c'est pourquoi on se concentre sur les femmes, parce que c'est elles qui souffrent de plus d'inégalités en fait dans le monde de l'entreprise. Est-ce que toi tu partages ce constat-là ? Oui, bien sûr. Et pour toi, quand est-ce que ça commence en fait, cette question d'inégalité ? Ça commence dès le début en fait. Ça commence dès le début parce que on parlait tout au début de cet entretien du modèle social. Je crois que les garçons ils se posent pas cette question-là en fait. Est-ce que je vais être un homme au travail, est-ce que je vais être un père, voilà. Alors que les femmes, les filles, les petites filles sont soumises à cette question dans leur éducation, donc très 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 jeunes. C'est tout le jeu des stéréotypes en fait, hein. Et ça c'est très présent. Donc avec en plus dans notre société française, donc occidentale et française, un rapport au modèle, à l'exemplarité et à la culpabilité qui est un fondement culturel. Voilà, donc on fait des choix, ok. Est-ce que ces choix on les assume ? Première question.
Est-ce qu'on les assume sans culpabilité? Deuxième question. Et ces questions-là, on les a dès qu'on est enfant. Et on se les trimballe toute notre vie, en réalité, sur un plan professionnel comme personnel. Est-ce que je vais être une bonne mère? Ça, c'est ton sujet. C'est moins le mien. Mais voilà, combien de femmes culpabilisent parce qu'elles ne sont pas la mère qui était leur mère, ou la mère qui était leur grand-mère, ou la mère qui était leur copine. On a toujours une capacité à se comparer et à se dévaloriser. Ça, c'est vraiment culturel et je crois que c'est très franco-français. Donc ça, c'est pas du tout le monde de l'entreprise. C'est la société qui est faite comme ça. Pourquoi c'est encore plus difficile dans le monde de l'entreprise? Parce que une femme qui travaille, toute l'organisation va projeter sur elle ce modèle social et se dire, même si elle n'a pas du tout envie d'être mère, et c'est la première injustice quelque part, c'est qu'on va projeter sur elle le fait que oui, bien sûr, c'est une femme et donc elle va nous poser un congé maternité. J'assistais à une conférence l'autre jour et je trouvais que c'était très pertinent de dire attention, les femmes en moyenne, c'est 2 grossesses sur 40 ans de carrière. C'est rien à l'échelle du temps consacré, d'investissement consacré à l'entreprise. 2 grossesses sur 40 ans de carrière, on a oublié ce que c'était à l'échelle d'une vie. Ça n'existe pas. Donc on voit bien que c'est de l'imaginaire, c'est de la projection, c'est des schémas culturels. On n'est pas dans le monde factuel, objectif, voilà. Et pour autant, c'est là et c'est très présent. Et c'est très présent dès le recrutement, dès le premier emploi. Parce que c'est pas un mot tabou de dire que la discrimination existe, oui, dès le premier emploi, dans la capacité déjà de confier des responsabilités à des femmes. Sous-entendu, est-ce qu'elles vont être tout le temps disponibles, investies, etc. Et puis ensuite, sur la question de la rémunération. Il y a des tonnes d'études qui existent et qui démontrent qu'effectivement, les jeunes femmes, lorsqu'elles arrivent près de leur premier employeur, elles n'ont pas le réflexe de négocier leur salaire. Les garçons, oui. Les hommes, oui. Bon, donc là, il y a un travail d'éducation, de transmission, d'éducation, de décrispation sur la question de oui, j'ai fait des études, les femmes font plus d'études aujourd'hui que les hommes, elles sont plus qualifiées, donc elles ont toute légitimité pour atteindre des postes à des niveaux de rémunération identiques à celles des hommes. Ça fait partie du premier tabou à faire tomber ou de la première éducation à réaliser auprès des jeunes femmes. Et puis après, effectivement, c'est plus difficile pour les femmes parce que ce qui est plus difficile, c'est le rapport au temps. Tant que le partage des tâches n'existe pas à la maison, et là je parle de la carrière de la femme une fois qu'elle a déjà eu un enfant ou 2 enfants. Mais si le partage des tâches n'existe pas à la maison, évidemment, c'est une contrainte qui du coup est déportée au niveau de l'entreprise. Et on revient sur la question des horaires. Et on revient sur l'autre difficulté franco-française, qui est le rapport du temps au travail et le présentéisme. Depuis trop longtemps et encore dans trop d'entreprises, on considère que bien travailler, c'est travailler beaucoup. Et beaucoup, pas forcément en productivité, mais beaucoup en temps de présence dans l'entreprise. Ce qui est à la fois mauvais pour les personnes qui travaillent, en termes de bien-être, mais qui est aussi mauvais pour l'entreprise, parce que c'est toute une chaîne de valeur qui est cachée, où on met de la valeur sur quelque chose qui, en réalité, n'en a pas, et souvent de la non-qualité. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un changement de mentalité à exercer dans le monde de l'entreprise. Donc sur, évidemment, plus de flexibilité dans les horaires, sur, évidemment, arrêter les réunions à 20h sous prétexte que c'est là que les grandes décisions se prennent. Ça, c'est complètement faux. Voilà. Et
c'est en plus un changement de mentalité qui est très attendu par les hommes. Moi, plus je travaille sur la question, plus je suis dans mon rôle de conseil en entreprise, plus je rencontre des femmes et des hommes, et plus je m'aperçois que les hommes sont autant dans cette attente que les femmes, et les jeunes hommes, alors eux, ça paraît inouï, ces questions-là, pour eux, sont des questions d'un autre temps, en fait. Ils ne voient pas du tout le rapport au travail ni en termes d'attachement à l'entreprise, comme on a pu le connaître dans ma génération, ni en termes de temps passé dans l'entreprise. Donc tout va changer. Et ça, c'est un vrai défi pour les entreprises. Il y a des entreprises qui vont s'adapter, il y a des entreprises qui vont résister. Et les entreprises qui s'adaptent sont les entreprises qui vont continuer d'attirer les meilleurs talents parce qu'elles auront compris que ça, c'est un enjeu de société. Et les nouvelles générations, c'est effectivement un nouveau rapport au travail, c'est effectivement un nouveau rapport à la parentalité. Et ça, c'est l'environnement qui crée de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mais encore une fois, on ne peut pas distinguer ce qui se passe dans l'entreprise de ce qui se passe dans la société. Et donc toute la question sur la maternité, la parentalité, l'accompagnement de la parentalité et le fait que des papas prennent un congé paternité, et ça c'est les discussions qui sont aujourd'hui dans le cœur de l'actualité, on l'a vu avec l'engagement des entreprises sur ces sujets-là, mais ça c'est essentiel et ça va faire bouger et le monde de l'entreprise et la société française. Et toi qui travailles aussi sur l'intégration de qualités féminines dans l'entreprise, alors déjà est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une qualité féminine et ce qu'elle apporte à l'entreprise? Oui, alors je préfère parler des qualités du féminin. Voilà, parce que c'est une question délicate et à laquelle je réponds toujours avec beaucoup de précaution pour ne pas me retrouver enfermée moi-même dans des stéréotypes sexistes et à véhiculer ces images-là. Donc, qu'est-ce qui est bon en fait pour un salarié dans l'entreprise? C'est se sentir écouté, se sentir reconnu dans son travail, dans ses compétences, dans ses réalisations. Et c'est ce lien social qui est absolument magique dans l'entreprise et qui crée de l'esprit d'équipe, de la solidarité, de l'entraide et énormément de richesse humaine. Donc, écoute, bienveillance, coopération. Toutes les entreprises qui intègrent dans leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire pas seulement dans leurs valeurs ou leur vision d'entreprise, mais dans leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire mêlant intelligence émotionnelle, intelligence collective, toutes les entreprises qui intègrent ces valeurs-là sont des entreprises qui sont agiles, donc qui savent interpréter les signes d'aujourd'hui pour construire l'entreprise de demain, et ce sont des entreprises qui sont performantes parce que leurs salariés sont engagés à se dépasser, engagés à être productifs, engagés à faire évoluer l'entreprise et donc à dire aussi, parce qu'ils sont en confiance, ce qui ne va pas pour eux d'abord et ce qui ne va pas pour leurs clients. Donc ce fameux alignement entre une vision d'entreprise et un bien-être des salariés, il est véhiculé par ces valeurs, alors dites féminines parce que oui, c'est un modèle qui est nouveau et qui est un modèle en opposition à un modèle plus patriarcal. Voilà. Mais pour autant, ces valeurs du féminin, elles sont pratiquées par des hommes, par des femmes, parfois parfois mieux par certains hommes que par certaines femmes. Donc, peu importe. Mais ces entreprises et cet environnement dans l'entreprise, c'est ce qui est la condition de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ça, c'est ce que j'observe. C'est-à-dire que pour qu'il y ait réellement de l'égalité professionnelle femmes et hommes, il faut qu'il y ait un leadership engagé, c'est-à-dire qui croit à cette valeur-là et qui a envie de la défendre, évidemment.
Il faut aussi des programmes pour les femmes parce que dans certains métiers, elles ne sont pas suffisamment représentées et il faut les accompagner dans des postes de leadership pour rejoindre des comités de direction, par exemple. Mais il faut surtout un environnement de travail, des valeurs du collectif, de la communauté d'entreprise qui favorisent le bien-être des salariés pour les hommes et pour les femmes. Effectivement, et puis il y a tout un tas d'études qui montrent aussi, parce qu'au-delà des qualités, alors les études sont pas menées sur les qualités du féminin et les qualités du masculin, mais en tout cas sur la mixité hommes-femmes dans les entreprises, et qui montrent que les entreprises qui sont les plus mixtes sont aussi les plus productives. Oui. Et l'enjeu, notamment après, ce qu'on voit, c'est que c'est après l'arrivée du premier enfant qu'il y a un décrochage des femmes. L'enjeu pour les entreprises, c'est de conserver aussi leurs femmes, en tout cas dans les entreprises qui sont plus masculines. Oui, clairement. Alors, les études démontrent, et McKinsey a été un des premiers cabinets à publier ces études dans le cadre du forum qui avait été créé par Aude de Thuin. Donc voilà, ça fait déjà maintenant plus de 10 ans que ces études sont publiées. Donc oui, il existe des comportements managériaux plus souvent pratiqués par les femmes que par les hommes et qui sont effectivement des qualités de leadership telles qu'on conçoit le leadership pour les entreprises du XXIe siècle. C'est clair. Et ça, c'est démontré absolument partout. Maintenant, la situation dans les entreprises fait que effectivement, on a atteint, ça y est, grâce à la loi Copé-Zimmermann, la parité dans les conseils d'administration, on l'a même dépassé. Ça n'est pas encore le cas au niveau des comités de direction et des comités exécutifs. Alors, pourquoi c'est un problème ? C'est un problème de rôle modèle en fait, c'est un problème d'exemplarité, d'incarnation. C'est-à-dire que des jeunes femmes, lorsqu'elles arrivent dans des entreprises, elles ont besoin, des jeunes femmes ou des jeunes hommes, c'est la même chose, mais ils ont besoin de modèles, de parcours auxquels s'identifier, de mentors, de partage d'expérience. Et donc, c'est plus facile lorsque, effectivement, au plus haut niveau de l'organisation d'une entreprise, ça existe déjà, c'est-à-dire au niveau d'un comité exécutif ou d'un comité de direction. Alors effectivement, ça c'est une des grandes thématiques du podcast aussi. C'est la question des rôles modèles. Alors pour parler notamment des jeunes mamans ou des femmes, des jeunes femmes qui souhaitent être mamans un jour. Alors moi j'identifie deux catégories de rôles modèles qu'en tout cas les femmes de ma génération ont pu avoir et comme la tienne. C'est soit ces femmes qui ont cherché à avoir un travail, assurer un travail, simplement. C'était un gros enjeu pour l'époque. C'était déjà la revendication d'un droit. C'est ça. Et celles qui ont voulu assurer une carrière, mais en empruntant des codes, pour le coup, assez masculins. Et il y a de moins en moins de femmes qui se reconnaissent là-dedans, parce que on tombe aujourd'hui sur la génération Z qui veut avoir cette conciliation vie professionnelle, vie familiale, ou même très plus largement un équilibre des temps pour pouvoir faire autre chose que travailler. Oui. Alors toi, quelle vision, quel regard tu portes sur ces femmes-là de cette génération-là, ces femmes qui ont réussi à percer dans le monde de l'entreprise en empruntant des codes plutôt masculins, et comment tu vois les choses évoluer? Alors, déjà on leur doit énormément à ces femmes-là, parce qu'elles ont été des combattantes, elles ont été des guerrières, elles ont eu la volonté de s'imposer dans un milieu masculin, exclusivement masculin. Donc, elles n'avaient pas le choix en réalité. Elles étaient en permanence dans la démonstration de leurs compétences, dans la démonstration de leur disponibilité, et souvent de façon excessive. Donc ce modèle de génération
les guerrières, les combattantes, elles ont été effectivement dans l'appropriation des codes masculins qui étaient les codes de l'entreprise jusqu'à il y a encore très peu de temps et qui est encore une réalité dans certaines entreprises. Il ne faut pas être angélique par rapport à ça. Donc, s'adapter, c'était jouer le jeu des codes de l'entreprise et se créer son parcours professionnel. Là où ça pose une difficulté, c'est sur la génération suivante, puisque effectivement, la génération suivante ne se reconnaît pas dans ces exemples de femmes. On n'a pas ces mêmes aspirations. C'est-à-dire que c'est le côté ingrat. On pourrait dire, on leur doit une gratitude éternelle, et pourtant on voit bien que c'est pas du tout ce qui est ressenti, parce qu'on se dit mais moi je veux pas sacrifier ma vie personnelle pour ma vie professionnelle. Moi je ne veux pas me dénaturer, je ne veux pas singer les hommes. Je veux rester une femme. Je veux conserver ma féminité, je veux conserver ma liberté de femme. Et effectivement, cette question des rôles modèles de deuxième génération, c'est là où elle naît en fait. C'est là où il faut que nous, et vraiment moi c'est la mission que je me suis moi-même fixée, ce rôle de transmission, c'est ça, c'est de dire on n'est pas toutes des Christine Lagarde. On n'est pas toutes des Hillary Clinton. Voilà, on a forcément aussi un modèle qui existe et qui est possible pour des femmes qui n'ont pas forcément les mêmes carrières fulgurantes, énormes, mais qui ont, à leur échelle, réussi à faire ces équilibres, à faire ces arbitrages et à trouver une façon d'être épanouie sur le plan professionnel et personnel. Et donc, voilà, je crois que ce sont ces portraits-là, ces personnages-là, qu'il faut mettre en valeur pour encourager les femmes et rassurer les femmes des générations à venir sur le fait que oui, c'est possible, d'une part, tout en restant femme, de faire une carrière et d'être mère. Et c'est surtout, encore une fois, se donner cette liberté-là. La richesse des femmes dans les entreprises, elle vient du fait que effectivement les regards peuvent être différents. Et la richesse, l'acceptation d'un modèle de leadership qui ne soit pas le modèle de leadership unique dans lequel et les hommes et les femmes sont extraordinairement contraints, mais accepter la diversité, c'est dire aussi, voilà, on peut être un leader et être extrêmement créatif. On n'a pas besoin d'une autorité hiérarchique, on peut être dans une influence et dans une autorité naturelle. On peut accepter les différences, on peut accepter les comportements qui vont être plus créatifs, plus ingénieux, parce que c'est ce qui crée de l'innovation. Voilà, donc c'est passer aussi d'un modèle un peu figé, un peu unique, à un modèle divers, où chacun peut être en accord avec sa personnalité d'homme et de femme. Et c'est ça qui se joue là. Alors c'est pas facile parce qu'on est dans une période de transition, parce qu'il y a des résistances, parce qu'à chaque fois qu'il y a des résistances, il y a des discours de combattants, de militants, mais pour autant il y a une vraie évolution et une vraie aspiration à cette diversité-là, qui moi j'en suis alors là vraiment convaincue, est source de richesse humaine et donc de richesse pour l'entreprise. Alors justement, dans les femmes que tu accompagnes toi, dans le cadre de tes activités de conseil, ce que je comprends, c'est que tu les aides à faire le lien entre les codes de l'entreprise dans lesquelles elles sont et leur qualité à elles, en fait, c'est ça. Alors c'est là où moi je me régale, c'est que j'accompagne des femmes et des hommes, et je pensais que je n'allais accompagner que des femmes. Et tant mieux, j'accompagne plutôt des dirigeants hommes d'entreprise qui se posent la question de l'avenir de leur entreprise et qui sont confrontés d'ores et déjà à la
à la réalité des nouvelles générations qui arrivent dans les entreprises et qui ne savent plus comment reconstituer un modèle d'entreprise qui soit compatible avec ces aspirations. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est-à-dire que donc j'accompagne à titre individuel des femmes qui sont dans des moments de transition parce que où elles arrivent dans l'entreprise, où elles sont plutôt en train de sortir du monde du salariat pour créer une activité ou trouver un deuxième élan à leur carrière. Et ça, c'est plutôt de l'accompagnement individuel. Et donc là, on travaille plutôt sur des questions de confiance en soi, de capacité à s'affirmer, à être clair sur ses choix, à être tout simplement, à respecter leur singularité et à l'affirmer davantage pour trouver du sens à leur carrière professionnelle. Donc ça, c'est plutôt l'accompagnement des femmes. Et l'accompagnement des hommes, c'est plutôt de dire, oui, effectivement, le modèle d'hier n'est pas le modèle de demain. On est dans une phase de transition et donc il faut mettre en place dans vos organisations davantage d'écoute, davantage de bienveillance, davantage de coopération. Et ce qui est extrêmement motivant, c'est que finalement, l'adhésion est assez facile parce que les tensions sont déjà là en réalité. Et donc, n'importe quel dirigeant est bien conscient que ces tensions, il est de sa responsabilité de les régler et de créer le modèle de demain pour son entreprise. Et donc, le travail sur la vision stratégique et sur l'accompagnement, sur l'incarnation du dirigeant dans ce modèle qu'il crée et qu'il souvent d'ailleurs co-élabore avec l'ensemble de ses équipes, ça c'est des aventures humaines absolument passionnantes. Pour avoir une dernière réponse d'experte, pour une femme, disons, qui s'arrête après un congé maternité et qui peut douter de ses compétences ou de sa capacité à réenclencher sa carrière, toi, quel conseil tu donnerais ? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question-là parce que j'ai un exemple précis en tête d'une femme qui est venue me voir, qui a 5 enfants et qui a accompagné la carrière de son mari en tant qu'expatriée. Donc elle a été femme d'expatriée toute sa vie. Et là, révolution, donc la cinquantaine, et elle dit « je veux trouver un travail ». Ok. Bon. Ouais. tu vois le top challenge. Ouais. Et donc je la fais parler. Et je lui dis « très bien, mais quel travail ?» Alors, qu'est-ce que vous avez fait en tant que maman, je vois bien, mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre expérience passée ? Quelles sont les compétences que vous avez développées ? Et au fur et à mesure de notre conversation, donc c'était un entretien, au fur et à mesure de notre conversation, elle découvre ou elle redécouvre le fait que effectivement, à chaque fois qu'elle a accompagné son mari dans un pays étranger, elle a été en charge de trouver les écoles pour ses enfants, de créer des associations qui permettent aux autres femmes d'expatriés de créer du lien social, de se trouver une activité qui leur permette de s'intégrer dans un pays, de développer des capacités aussi diplomatiques parce qu'elles étaient en charge d'une représentation de cette communauté au sein du pays dans lequel elles arrivaient. Et donc, avec cette femme, ça a été un seul entretien où elle est repartie en disant « mais finalement, j'ai acquis plein de compétences qui sont des compétences qui effectivement intéressent l'association qui est pas loin de chez moi parce que c'est une association qui héberge beaucoup d'expatriés puisque c'est pour le dévoiler Paris-Saclay. Donc il y a énormément de chercheurs qui arrivent du monde entier et la question précisément c'est comment on accompagne ces familles à s'intégrer en France, donc à intégrer une dimension culturelle, mais aussi à gérer les questions logistiques de l'éducation des enfants, des activités de la famille, de trouver un logement, etc. Et donc elle a compris que toutes ces compétences qu'elle avait elle-même développées en accompagnant son mari à l'étranger, ces compétences-là, ça s'appelle un métier et c'est un métier qui était intéressant pour une entreprise et elle a trouvé ce travail. Voilà.
Effectivement, c'était pas donné sur le papier, mais effectivement, c'est intéressant. Donc c'est possible, et ce qui compte, c'est le regard que l'on porte sur soi à chaque fois. La confiance que l'on dégage dans ses propres compétences et dans sa capacité à régler un problème d'une entreprise, d'une association, d'une organisation, peu importe ensuite le modèle. Mais chacun a développé, à titre personnel ou professionnel, des compétences utiles à résoudre un problème d'entreprise et donc à la capacité de se créer son métier. Et ça, cette conviction-là, je l'ai très fortement ancrée. Je pense que chacun a sa place dans le monde du travail. Et les places sont très différentes en fonction de son histoire, en fonction de ses aspirations. Voilà. Donc il n'y a pas un bon modèle, un mauvais modèle, il n'y a pas... tout ça c'est fini en fait, les choses dans des cases très figées. Mais chacun, confiant dans sa singularité et dans ses compétences, peut trouver une place dans l'entreprise ou créer son entreprise pour se créer sa propre place dans le monde du travail. Merci beaucoup Sandrine. Merci à toi Myriam, c'était très agréable. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Et continue surtout, parce que c'est important que tu puisses, par le biais de ces podcasts, multiplier les illustrations qui seront autant de références et de modèles pour les femmes en entreprise. C'est l'objectif. Parfait. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous et mettre 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme d'écoute. Le prochain épisode sera diffusé lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine en famille. Au revoir.